maintenant. Est-ce que vous allez me dire si c'est bon? C'est bon? Ça arrive, on sent, enfin, voilà, oui, c'est bon. Parfait. Alors, la première remarque, c'est que nous avons choisi avec Laurence Brault de vous présenter le cours en deux parties. Tout d'abord avec donc une présentation générale de la vie devant soi, et puis ensuite, du coup, nous voulions vous présenter Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, puisque ce sont deux œuvres en fait qui ont été écrites avec une vingtaine d'années d'écart. Vous m'entendez ou pas? Alors, Et on entend, oui, allô? ça a coupé un petit peu. Ah bon, désolée. Donc, pourquoi vous proposez ces deux œuvres dans cet ordre-là? C'est tout d'abord parce que chronologiquement, l'œuvre de Émile Ajar a été écrite une vingtaine d'années avant celle de Éric Emmanuel Schmitt. Deuxième chose, on se rend compte en fait, quand vous aurez lu les deux œuvres, ou si vous l'avez déjà fait, qu'il y a énormément d'échos entre les deux et qu'il y aurait sans doute une filiation littéraire entre les deux œuvres. Et puis, troisième raison qui est vraiment d'ordre pédagogique, c'est que Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran est une œuvre beaucoup plus courte et finalement un peu plus facile d'accès apparemment que celle de Émile Ajar. Donc, ces trois raisons font qu'on a vraiment voulu les présenter dans cet ordre-là et à mon avis, il sera intéressant pour vous de les présenter ainsi également. Le texte d'Émile Ajar est un peu plus long et un peu plus dense et donc il nécessite, je pense, une imprégnation plus longue. Pourquoi cette œuvre a-t-elle été choisie également? Tout d'abord parce que c'est une œuvre vraiment riche et la thématique retenue est celle de l'amitié intergénérationnelle. Et donc, on a non seulement une réflexion sur l'amitié, mais également sur la rencontre et les sources de tolérance. Et puis également, en fait, la possibilité de s'identifier au personnage, que ce soit celui qui est le héros vraiment du roman, c'est-à-dire Momo, ou bien même de comprendre la démarche de Monsieur Ibrahim. Il y a de plus une adaptation cinématographique ou même une pièce de théâtre qui vont permettre aux élèves d'aborder ce texte assez facilement et d'entrer dans l'œuvre pour la maîtriser sans que ce soit trop difficile. Donc, la démarche que je vous propose est une démarche un petit peu similaire à celle de Laurence Brault, avec des variantes. Donc, nous allons tout d'abord procéder à une étape de définition, mais de définition non pas du terme amitié, qui a déjà été défini, mais de l'adjectif intergénérationnel. Donc, l'intergénérationnel, en fait, c'est une notion qui finalement a été conceptualisée assez tardivement, enfin, dans les années plutôt 70. C'est quelque chose qui doit s'approcher de façon sociologique, philosophique, et qui, du coup, ici, prend corps dans une fiction, un roman autobiographique, mais qui est bien une fiction. Le mot, l'adjectif, est composé de trois parties, du préfixe inter, et puis ensuite du radical génération et du suffixe elle. C'est donc au sens basique du terme, l'adjectif intergénérationnel signifie qui concerne les relations entre les générations. Et on parle notamment aussi bien de solidarité intergénérationnelle que de conflit intergénérationnel. Donc toutes ces notions-là, il faudra qu'on les garde en tête dans notre lecture de l'œuvre de Éric Emmanuel Schmitt. La racine du mot, son radical, est le mot génération, donc du latin generatio generationis, qui prend trois acceptions différentes. Une acception au sens propre de reproduction. La deuxième acception est celle d'extraction. Et la troisième, celle de filiation et d'engendrement. Ce qui est intéressant dans cette définition du terme, et quand on repasse par l'étymologie,
c'est que finalement, la quête de Momo, le personnage principal de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, épouse en fait cette trajectoire étymologique du nom génération, puisque au début, il est présenté comme le fils biologique d'un avocat sans affaires et sans femme. C'est son père qui apparaît au début. Et puis ensuite, il est finalement livré à lui-même, d'une part parce que son père est dépressif et qu'il ne répond pas du tout aux attentes paternelles, mais aussi ensuite parce que finalement cet homme va quitter le domicile, abandonner au sens propre son fils, pour ensuite se suicider. À la suite de cet épisode, du coup, Momo abandonne en fait sa religion juive et va se convertir à l'islam. Donc ça, c'est la deuxième acception de l'adjectif, du substantif génération, donc celui de race ou d'extraction. Enfin, dans une troisième étape, il va finalement créer une nouvelle filiation avec Monsieur Ibrahim, qui est en fait une filiation qui lui permet de trouver son identité et de finalement parvenir à être lui-même. Ce qui serait intéressant, je pense, pour aborder cette notion, c'est de proposer tout d'abord deux activités qui sont finalement des activités qui vont permettre aux élèves d'apprivoiser en fait ce mot et de comprendre vraiment ce qu'il veut dire. Donc la première chose, c'est de trouver simplement des mots de la même famille que intergénérationnel. Donc je vous en ai mis quelques-uns. Vous pouvez faire cette activité sous forme de pluie d'idées, collégialement. Puis ensuite, d'évoquer tous les mots, de développer en fait le champ lexical de génération. Parce que simplement en développant ce champ lexical, on va commencer à voir se dessiner à travers un nuage de mots. Il y a des applications comme Wooplap qui permettent de constituer un nuage de mots ou d'autres, de constituer du coup une sorte de prisme qui va nous servir en fait à aborder les différentes thématiques du roman. Donc, il y a l'idée de la naissance, mais naissance au sens figuré, celle de la filiation, celle des relations entre les jeunes et les vieux, celle de la transmission également. Quand on est père, c'est pas seulement donner la vie au sens de se reproduire, c'est également transmettre des valeurs, celle de l'héritage, de l'histoire. Et puis, quand on a évidemment une histoire aussi difficile que celle de Momo et de son père, du coup, il y a également des notions comme celle de la résilience qu'on va voir apparaître au fil de l'histoire. Donc, la résilience étant liée à l'idée de la transmission, également de la solidarité qu'il peut y avoir entre les générations, puisqu'il y a une expression toute faite qui est la solidarité intergénérationnelle, ou bien même le conflit intergénérationnel, qui en fait est justement évoqué au début du roman. Donc ça, c'est vraiment juste pour débroussailler le terme intergénérationnel, qui est un petit peu complexe à aborder. Et si, je pense, on fait l'économie de ce premier travail, finalement, on va avoir du mal à comprendre exactement ce qu'il recouvre. Pour donc alimenter la définition de l'adjectif intergénérationnel et découvrir le concept de l'intergénérationnel, je vous renvoie donc à une revue qui est donc la revue KERP. On voit dans cette revue, je vous ai recopié un petit extrait. Donc l'intergénérationnel, c'est le nom employé pour désigner l'ensemble des êtres humains qui descendent d'un autre être humain à des degrés divers de filiation. Donc ça peut être les arrière-grands-parents, grands-parents, parents, enfants. Et si l'on attribue à l'écart entre ces degrés la valeur moyenne de 25 à 30 ans, on le trouve également utilisé dans le cas d'autres types de rapports de filiation, symboliques par exemple, comme celui qui implique un lien de formation maître-élève. Cette deuxième définition, qui du coup englobe l'idée de filiation symbolique, est particulièrement intéressante puisqu'on a une filiation génétique au début du roman entre Momo et son père,
avocat d'affaires sans affaires. Et ensuite, cette filiation n'étant pas satisfaisante et conduisant le héros dans une impasse, celle de la violence, puisque au tout début du roman, en fait, il vole donc son père pour aller voir les prostituées. Donc tout cela est raconté de façon assez légère, mais en définitive, c'est une première, un risque finalement le risque que comporte toute adolescence, qui est de se retrouver dans la mauvaise voie et finalement de choisir la révolte et non pas la reproduction des valeurs qu'offrent les parents, mais finalement une recherche, une quête individuelle qui passe par la prise de risque. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de relier l'idée d'intergénérationnel à l'adolescence et à l'âge adulte et à la vieillesse. Les adultes sont censés transmettre des valeurs aux adolescents. Si ce lien n'existe pas ou est défaillant, les adolescents, du coup, se retrouvent en perdition. Et ce n'est que grâce à Monsieur Ibrahim, une personne plus âgée, donc une troisième génération, un grand-père finalement, une figure de grand-père, que Momo va réussir à redonner sens à son existence et échapper en fait au monde de violence dans lequel il s'engageait. Alors, sur le tableau que je vous ai proposé là de Die Lebensstufen, les âges de la vie, on voit justement apparaître différentes générations, celle des enfants, des parents, aussi bien le père que la mère étant plus effacée, plus en retrait que le père, comme dans le roman de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, et puis de dos, un personnage qui ouvre la voie, regarde l'horizon, c'est celui du grand-père qui peut évoquer justement la figure paternelle de Monsieur Ibrahim. Il va finalement adopter Momo, mais Monsieur Ibrahim est bien quelqu'un de présenté comme vieux qui serait d'une autre génération. Afin de réfléchir en fait aux relations entre les générations, donc à l'intergénérationnel, pour que les élèves puissent se l'approprier, je vous propose de le lancer en fait avec votre classe, avec vos classes, un débat qui est tout simple. Pensez-vous que les jeunes générations et les personnes âgées puissent apporter quelque chose? Et à travers ce débat, qui est censé donc ouvrir une réflexion personnelle d'ordre sociologique, d'ordre social, les élèves, du coup, vont commencer à s'approprier et à entrer dans cette problématique qui est celle de la thématique choisie sur cette promotion, l'amitié intergénérationnelle. Pour alimenter le débat, je vous ai sélectionné donc quelques outils, donc notamment une source pour trouver des arguments, et puis ensuite des articles de presse où on trouve des exemples de solidarité intergénérationnelle, justement, avec des projets au niveau des villes, etc., qui peuvent permettre de façon plus concrète de comprendre en fait ce que c'est que l'intergénérationnel. Donc là, je ne vous ai pas recopié les articles. Il y a un article tiré du Monde, un autre du Figaro, de l'étudiant, qui sont assez faciles d'accès. Donc voilà. L'idée, en fait, c'est de voir ce que les parents ou les grands-parents peuvent apporter aux enfants et ce que les enfants peuvent également, les plus jeunes peuvent apporter aux adultes ou aux personnes âgées. Pour étayer cette idée, ce concept d'intergénérationnel, je vous ai également sélectionné 3 romans qui développent la même thématique sous différents angles. Oscar et la Dame en rose, c'est également une œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt qui fait partie du même cycle. Tout à l'heure, on le verra, c'est le cycle de l'invisible. Et ce roman, en fait, met en scène une femme, une dame qui pourrait être une grand-mère et qui va rendre visite à Oscar, qui se trouve être un enfant atteint de cancer. Donc là, on voit bien l'idée de la solidarité à travers les visites à l'hôpital de cette dame.
Un secret, c'est plus de l'ordre de l'amitié, de nouveau, entre une figure maternelle qui est donc une amie de la famille, qui va expliquer au héros quel est le secret de famille qui pèse sur eux, qui a un secret qui a été tu, évidemment, et qui va se révéler au fil du roman, et l'enfant va comprendre, le héros va comprendre pourquoi il s'est inventé un frère imaginaire. Donc là, on a donc un prisme un petit peu différent, puisque l'amitié, c'est l'amitié avec un ami invisible, et puis ce frère imaginaire que s'est construit le héros afin d'avancer dans la vie, et puis l'amitié avec une personne d'une autre génération, qui est celle de cette amie de la famille, cette femme qui est une voisine. Dans les gratitudes, on a l'inverse, c'est une jeune qui va rendre visite à une personne âgée qui est dans une maison de retraite. Et donc, on a finalement tout un réseau un peu différent. Oscar et la dame en rose, c'est une dame qui pourrait être la grand-mère du garçon malade qui va lui rendre visite. Dans un secret, on a une voisine et un ami imaginaire. Et dans les gratitudes, on a une femme jeune qui va rendre visite à une personne âgée. Donc, ça nous permet de compléter l'approche de l'amitié intergénérationnelle qui est proposée dans le roman de Éric Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Puisque dans ce roman, on va voir comment l'amitié intergénérationnelle se construit, et comment elle apparaît. Pour aborder ces trois œuvres, donc, on peut formuler des hypothèses. Il se trouve que 2 de ces œuvres ont été portées au cinéma. Donc, c'est intéressant parce que vous pouvez utiliser les bandes annonces pour juste voir qui est l'ami de qui, ce que les personnes s'apportent, et puis noter des variantes sur la thématique de l'amitié intergénérationnelle. Ça permet de nourrir la base d'exemples pour l'essai. Et puis, nous en venons maintenant à un autre sujet, plus précisément donc l'amitié intergénérationnelle dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Pour aborder cette œuvre, tout d'abord, je vous propose donc l'affiche du film. Là, le titre est en espagnol, mais on trouve l'affiche également en français, évidemment. L'idée, c'est de, du coup, commencer à deviner quel visage prend cette amitié intergénérationnelle dans le roman d'Éric Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. À partir de l'affiche, on peut déjà esquisser un rapport d'amitié entre le personnage âgé qui, du coup, d'après le titre, semble être Monsieur Ibrahim. Le deuxième personnage n'est pas identifiable à partir du titre, mais il apparaît là comme quelqu'un de jeune. Donc, on voit bien qu'il y a 2, voire 3 générations entre les 2 personnages. La proximité physique souligne donc leur lien et le fait que le jeune garçon, l'adolescent, regarde vers ce vieil homme montre qu'ils ont une relation de complicité, d'autant plus qu'ils arborent tous les 2 un sourire. Et puis ensuite, on a également le décor dans la ville. La boîte à chaussures, qui va être un élément, un objet symbolique, la paire de chaussures va être symbolique dans le roman. Donc, on peut deviner déjà un certain nombre de choses. L'idée, c'est de se lancer, de faire des hypothèses de lecture en proposant un petit résumé de l'histoire, avant même la lecture du roman, en fait. Donc, ensuite, la 4e de couverture permet de préciser qui est le jeune homme, donc on la propose dans un deuxième temps. Et à partir de cette 4e de couverture, donc, nous pouvons du coup préciser si les attentes de l'affiche, en fait, se sont vérifiées. Ensuite, je vous propose un dernier élément pour l'introduction avec l'analyse du titre et de ses significations. Donc, le titre, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, est assez simple, mais dans la mesure où on peut identifier l'un des personnages principaux, Monsieur Ibrahim, mais l'ajout d'un deuxième groupe nominal, coordonné par la conjonction de coordination et les fleurs du Coran, vient créer un horizon d'attente
un peu plus mystérieux par la métaphore, les fleurs du Coran, mais également par l'horizon oriental qui se dessine. Donc, l'analyse très très précise du titre révèle déjà et confirme peut-être des hypothèses qui avaient été faites à partir de l'affiche ou de la quatrième de couverture. Ces hypothèses sont tout d'abord la respectabilité du vieux monsieur qui s'avance vers nous, monsieur étant une contraction de Monseigneur et connote la respectabilité en Occident. Le nom Ibrahim, en revanche, renvoie aux civilisations du Maghreb et du Moyen-Orient. Et l'ensemble, du coup, Monsieur Ibrahim, permet déjà de deviner que deux cultures vont se rejoindre, l'Occident et l'Orient. Et qu'il va sans doute y avoir, du coup, un lien, une amitié entre un personnage occidental et un personnage oriental. Les deux personnages qui apparaissent sur l'affiche. Les fleurs du Coran, donc ce groupe nominal expansé par le complément du nom du Coran, dessine un univers esthétique agréable et il rappelle en fait certaines œuvres comme celle du peintre Reza Abbasi. Vous avez une reproduction d'une de ses œuvres que j'ai choisie parce qu'on y voit justement le maître et l'élève avec un arbre qui pousse au milieu des deux et puis une lettre qui apparaît. Vous verrez que ce sont des éléments importants dans le roman. Et donc, le dernier élément, c'est évidemment l'idée que ça peut illustrer un apprentissage religieux, le Coran étant le livre sacré des musulmans. On voit également apparaître l'esthétique orientale avec une enluminure florale sur le C initial, pas sur la reproduction de peinture, mais sur en fait certaines couvertures. Et puis ensuite, on se rend compte également qu'il y a un lien direct entre Ibrahim et Coran qui souligne du coup finalement l'univers oriental vers lequel les personnages vont se diriger. Ensuite, une fois tous ces éléments d'introduction posés entre l'affiche, la première de couverture, la quatrième de couverture et puis la définition du terme intergénérationnel, donc nous pouvons commencer à du coup nous demander au fil du roman, en fait, quels sont les liens qui vont se tisser entre les deux principaux personnages. Puisqu'on va poser d'emblée que l'amitié intergénérationnelle, c'est celle qui relie Monsieur Ibrahim et Momo qui apparaissent sur l'affiche. Apparemment, ce sont deux êtres que tout oppose. Pourtant, page 18, l'édition que j'utilise est celle du livre de poche. Nous voyons que, au tout début de l'histoire, ils deviennent amis. C'est ce jour-là que nous sommes devenus amis. Ce jour-là renvoie au jour où le jeune homme âgé de 13 ans, donc le jeune adolescent, est allé voir pour la première fois une prostituée en brisant sa tirelire. C'est l'incipit vraiment du roman. Et juste après l'incipit, nous allons voir comment se construit l'amitié entre les deux hommes. Qu'est-ce qui oppose ces deux personnages ? Donc, tout d'abord, le fait que l'un soit vieux et que l'autre soit un adolescent. Et ensuite, au fil du roman, on verra que l'un est immobile, Monsieur Ibrahim, l'autre est toujours en train de se déplacer. De chez lui, il est dans la rue, il traîne en fait, et puis évidemment, il va au lycée également. L'un est honnête, Monsieur Ibrahim, et l'autre apparaît très rapidement dans l'œuvre comme un voleur. Et puis, on a deux éléments différents en termes de classe sociale, l'épicier et puis un fils d'avocat d'affaires qui apparemment n'ont rien à voir. Et puis ensuite, en termes de religion, donc on a un musulman et puis un juif. Tous ces éléments-là vont apparaître assez rapidement dans le roman. Et ensuite, finalement, après la situation initiale posée et puis l'abandon du père, donc la perturbation également
une fois qu'on a atteint le passage de la perturbation, on se rend compte peu à peu que les personnages qui semblaient être si différents, en fait, se rejoignent. On passe finalement du conflit intergénérationnel entre Momo et son père, et puis entre même le héros et Monsieur Ibrahim, puisque Momo vole Monsieur Ibrahim, à un début de solidarité, un lien qui se tisse entre les deux personnages, Monsieur Ibrahim et Momo, puisque le jeune adolescent, ne trouvant pas de réponse auprès de son père, ne trouvant pas d'amour, ne trouvant pas de réconfort, va aller le trouver chez Monsieur Ibrahim. Donc, une fois le roman complètement lu, en fait, je pense que ce roman peut être donné à lire assez rapidement. Une fois le paratexte analysé et le contexte posé, parce que il est court et que l'idée d'amitié intergénérationnelle, en fait, évolue de façon assez chronologique. Et on peut donc récapituler sous forme également de brainstorming les différentes relations et l'évolution des relations entre Monsieur Ibrahim et Momo en se posant 3 questions. Qu'apporte Monsieur Ibrahim à Momo? Donc, qu'apporte celui que Momo présente comme un vieux à l'adolescent en perdition? Donc, je vous ai listé un certain nombre d'éléments. Une assistance matérielle, puisqu'il va lui permettre de voler des boîtes de conserve. Et puis ensuite, il va les lui offrir. Il lui demande également d'aller chez le dentiste. Et puis, il va lui offrir même une paire de chaussures. Et puis, ensuite, c'est lui qui va reconnaître le corps du père de Momo qui s'est suicidé en se jetant sous un train. Il va lui apporter également un réconfort affectif, évidemment, une écoute. Et puis, l'estime de soi, et ensuite, une compréhension du monde qui va passer par, finalement, la découverte de ses origines juives et du drame familial que a tué son père. Donc, tout ça, ce sont ce sont des éléments qui nourrissent l'amitié entre Monsieur Ibrahim et Momo et qui apportent donc du soutien aux jeunes adolescents. Au fil du roman, on va se rendre compte également que la relation est mutuelle, le soutien est mutuel. Momo apporte également des choses à Monsieur Ibrahim. Tout d'abord, sa jeunesse va lui apporter un dynamisme certain. Et on se rend compte qu'au début, il est marqué qu'il avait toujours été vieux, il est présenté comme vraiment quelqu'un d'âgé. Et puis, petit à petit, en fait, au fil des escapades que les deux personnages, les deux individus vont faire, tout d'abord, Monsieur Ibrahim emmène Momo faire la découverte du joli Paris. Puis ensuite, ils vont faire ensemble un voyage à Cabourg jusqu'à la mer. Et là, l'évolution, la description, le portrait de Monsieur Ibrahim évolue. C'est en fait Momo qui le regarde et à travers ce regard, on découvre qu'il est incroyablement souple. C'est-à-dire qu'en fait, il retrouve une jeunesse physique grâce au contact du jeune adolescent. Puis ensuite, à la fin du roman, quand ils font le voyage au Moyen-Orient, quand ils reviennent en Turquie, on voit en fait le vieillard retrouver une jeunesse de l'âme. Lorsque Momo le décrit ainsi, il était bouleversé comme un jeune homme. La comparaison, du coup, montre à quel point l'énergie que lui donne Momo rajeunit Monsieur Ibrahim. Donc, non seulement il lui fait retrouver une jeunesse, mais il le fait gagner en dynamisme, évidemment. Et puis également, il lui apporte une certaine joie et enfin, une famille. Donc, on se rend compte que finalement, les deux personnages s'apportent des choses mutuellement. Et c'est notamment la construction de cette nouvelle famille, puisque Monsieur Ibrahim va adopter Momo,
Une fois son père disparu, puis une fois qu'il s'est suicidé, du coup, Monsieur Ibrahim va adopter Momo et à travers du coup cette nouvelle famille qu'ils construisent, c'est un univers de tolérance et une vraie rencontre entre deux mondes, un monde lié à la jeunesse et un autre lié à la vieillesse, mais surtout un monde lié à la religion juive et un autre lié à la religion musulmane. Donc, la fin du roman se termine finalement sur ce que l'on peut appeler et définir avec Boris Cyrulnik, se termine sur la résilience, c'est-à-dire en fait une reconstruction des deux personnages qui ne sont plus seuls, qui ont retrouvé le bonheur, le goût de vivre, une force vitale, alors qu'au début du roman, ils étaient finalement tous les deux seuls et en perdition. Donc ça, ce sont les différentes étapes en fait que va prendre l'amitié intergénérationnelle qui se tisse entre les deux personnages. Pour ensuite, du coup, comprendre et aborder l'auteur, puisque l'œuvre, en fait, s'inscrit dans l'œuvre, évidemment, d'Éric Emmanuel Schmitt, mais dans une partie de son œuvre précisément, je vous propose, du coup, une activité qui est assez simple. C'est celle de réaliser une interview imaginaire de l'auteur à la sortie de son œuvre Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Pourquoi? Parce que ce texte, finalement, a une histoire particulière. Donc là, je vous ai mis un certain nombre de sources qui peuvent être consultées par les élèves ou ils peuvent les chercher eux-mêmes. Et la genèse de l'œuvre montre à quel point l'œuvre est protéiforme, de même que le parcours, en fait, de Éric Emmanuel Schmitt. Alors, en quoi cette œuvre est-elle protéiforme? Tout d'abord parce qu'elle n'appartient pas à un genre défini. En fait, elle est à la frontière, à la jonction entre vraiment plusieurs genres très différents. Et il serait intéressant, du coup, avec les élèves, de leur rappeler les différentes définitions des genres qui sont indiqués ici, et ensuite de leur demander de justifier en quoi ce texte peut apparaître comme un monologue théâtral, ou bien en quoi il contient des caractéristiques de la nouvelle, ou bien du roman autobiographique, ou du parcours d'un récit initiatique, ou encore celle d'un conte oriental, ou encore celle d'un conte philosophique, un apologue. Alors, l'histoire du texte nous invite en fait également à saisir le genre de l'œuvre dans toute sa diversité. Parce que ça a été tout d'abord un monologue théâtral que Éric Emmanuel Schmitt a écrit pour son ami, donc à qui il dédie en fait, il dédie l'œuvre, donc qui est un comédien. Et cette œuvre s'est inspirée de la biographie de son ami Kremer et puis également de quelques éléments de la vie de Éric Emmanuel Schmitt. C'est bien un roman, une fiction, mais qui présente des caractéristiques de l'autobiographie, autant pour sa genèse que pour en fait son dispositif narratif. Dès le début, Momo prend la parole à la première personne et tout apparaît comme un récit rétrospectif. Et nous verrons dans le style de l'auteur ultérieurement, mais en fait, le souci, la volonté de transparence, du coup, indique bien cette volonté de se comprendre, de reconstruire son identité, qui est l'un des axes intéressants et majeurs dans la démarche autobiographique. Ensuite, l'œuvre s'inscrit dans finalement un cycle qui s'intitule le cycle de l'invisible. Et c'est donc une œuvre qui vient développer toute une réflexion sur la religion
et sur le rapport aux différentes religions, ce qu'elles peuvent nous apporter. Et c'est une approche qui refuse de se limiter en fait à une seule religion ou même au monothéisme, puisque dans la première œuvre du cycle de l'invisible, qui est donc Milarepa, la religion abordée est celle du bouddhisme. Puis ensuite, donc nous avons la religion musulmane, et également dans Oscar et la Dame en rose, nous avons la religion chrétienne. Il y aura d'autres religions qui vont apparaître, qui vont être abordées par Éric Emmanuel Schmitt. Félix sous la source de l'invisible, qui est une des plus récentes, aborde l'animisme en fait sur le continent africain. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement l'amitié intergénérationnelle prend également le visage d'une réflexion sur les apports de la religion et notamment l'islam, plus précisément le soufisme. Pour comprendre comment cette œuvre s'inscrit en fait dans ce cycle de l'invisible étant ici le sacré, je vous propose une activité qui consisterait à faire une compréhension orale avec les élèves, avec l'écoute d'une émission qui est donc un petit bout de la grande librairie de François Bunel, donc une émission qui a l'avantage d'être à la fois précise et documentée, mais en même temps accessible. Et donc, c'est une émission qui est consacrée à l'invisible. Et dans cette émission, donc Éric Emmanuel Schmitt apparaît et nous livre un certain nombre de clés de lecture pour ce roman, et qui peut être également présenté comme une réflexion philosophique sur la religion et les apports de la religion, du sacré, sachant que la religion est normalement censée être ce qui relie, donc au sens étymologique. Donc, ensuite, quelques petites clés de lecture également pour aborder les personnages. Si les élèves ont du mal à entrer dans la lecture du texte, ce qui me semble en fait peu probable, mais je vous ai également mis un petit coup de pouce avec l'audio du roman. Ça leur permettra également de se familiariser avec la prononciation, etc. Et puis de le lire étape par étape ou de l'écouter étape par étape s'ils ont besoin. Si vous avez des élèves également avec des protocoles, ça peut, des dyslexiques ou autres, ça peut les aider. Donc, quelques remarques un peu organisées autour des personnages. Tout d'abord, il faut voir que le personnage qui pourrait être le personnage éponyme, Monsieur Ibrahim, n'est pas réellement le héros finalement du roman, puisque tout le roman se déroule suivant la perspective de Momo, l'adolescent, avec qui les lecteurs finalement partagent tout, puisqu'on a de nombreux monologues intérieurs, on a ses réflexions, ses pensées, et c'est lui, en fait, c'est sa trajectoire qui va être notre fil rouge dans le roman. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les personnages principaux sont désignés par leur prénom. Donc, qui sont les personnages principaux? Momo, Moïse, qui après changera de nom pour devenir Mohamed après sa conversion à l'islam, Monsieur Ibrahim, Popol, qui est le frère aîné, enfin celui que Momo croit être son frère aîné, qui est en fait une invention du père, Myriam, qui est la fille du concierge du lycée qui a 13 ans et dont Moïse s'éprend et qu'il va tenter en fait de séduire, mais qui refuse ses avances, et ça va lui causer beaucoup de désagréments, puisqu'il essaye de trouver de l'amour auprès de cette jeune fille après avoir été abandonné par son père. Et ensuite, l'ami de Monsieur Ibrahim, Abdullah. Tous ces personnages, qui sont les personnages principaux, sont désignés par leur prénom. Alors, pourquoi
on peut se demander du coup pourquoi ils n'ont pas de patronyme, pas de nom de famille. Bah, la réponse, finalement, elle est assez simple et ça nous donne une clé de lecture. C'est que les deux héros, mais surtout Momo, sont tous les deux en quête d'identité et surtout en quête d'une famille, puisqu'ils sont tous les deux seuls, que Momo a été abandonné une première fois par sa mère qui a quitté le père et son fils, une deuxième fois par son père qui quitte la maison parce qu'il a été licencié et puis il lui laisse une lettre, et une troisième fois quand son père se suicide, puisque là, il disparaît complètement du paysage, évidemment. Monsieur Ibrahim est également en mal, en quête d'une famille, puisqu'il était marié, mais sa femme est repartie au pays. Enfin, elle a disparu. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça reste dans le non-dit. Et il va refonder une famille avec Momo quand il l'adopte. On se rend compte également qu'il y a d'autres personnages qui sont importants et qui sont désignés cette fois-ci par leur fonction ou bien par leur relation au sein de la famille. C'est le père de Momo, la mère de Momo, les filles, ce sont les filles qu'il tente de séduire, la femme de Momo à la fin du roman et les enfants de Momo. Donc, ces personnages sont désignés de façon très générique, mais par leur lien de famille, en fait. Ensuite, on a une dernière catégorie de personnages secondaires qui traversent le roman comme des figurants, pratiquement. Les putes, la nouvelle âgée de 22 ans, la pute à qui on vole son sac, qui a 30 ans, et puis une grande noire qui est censée être la plus belle pute de la ruche. Ensuite, on a donc le voleur qui tente de dérober quelque chose, la police, les profs, le dentiste, le garagiste, le vendeur, le notaire, les profs d'espagnol et d'anglais qui ne sont autres que la mère de Momo et son beau-père, hein, qu'il retrouve à la fin du roman. Et donc, pour mieux comprendre les relations et mieux fixer les personnages du roman, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui pourrait être utile, c'est de construire un schéma actentiel en précisant du coup un schéma actentiel classique, en précisant quel est le sujet du roman. Le sujet, évidemment, c'est Momo. Quel est l'objet du roman? Se réconcilier avec lui-même, trouver, et pour cela, trouver une famille, une vraie famille, un père. Et puis ensuite, on a des personnages qui sont des opposants, des adjuvants, et puis finalement le destinataire de la quête, ça va être Monsieur Ibrahim. Et puis à travers Monsieur Ibrahim, finalement, son identité, la quête d'identité de Momo. Voilà. Donc, l'analyse des personnages, elle est intéressante à faire, je pense, une fois qu'on a lu l'œuvre également. Mais vous pouvez demander aux élèves, dans un journal de lecture, de consigner les différents personnages qui apparaissent en créant des catégories, simplement personnage principal, personnage secondaire. Et une fois que tout aura été mis en commun et que vous aurez une liste complète, leur demander de construire le schéma actentiel en leur rappelant quels sont les différents éléments du schéma actentiel, en leur faisant remplir une fiche. Donc, et cette analyse des personnages, elle est vraiment très, très importante et on peut en faire une lecture symbolique. Il faut faire attention avec Éric Emmanuel Schmitt puisque des éléments très réalistes vont prendre une signification symbolique et dont on se rend compte finalement à la fin de la lecture de l'œuvre. Et c'est la même chose aussi bien donc pour les personnages et leur absence de patronyme que pour les lieux que l'on va découvrir au fil du roman. Donc, je vous propose un petit exemple de lecture symbolique d'une rue qui est située de façon très précise, très réaliste, qui existe vraiment à Paris, puisqu'il y a un ancrage dans la ville de Paris et très réaliste. Donc, cette analyse, cette symbolique,
elle peut être faite au tout début du roman en proposant une petite recherche sur la rue Bleue, puisque la rue Bleue a une histoire. Et l'histoire de cette rue va nous donner une clé de lecture également. Donc ça peut être comme une petite devinette, vous faites faire une recherche aux élèves sur la rue Bleue, et à travers l'histoire de cette rue, vous allez vous rendre compte que il y a tout le roman, toute l'intrigue en fait et toute sa signification qui nous est livrée. Alors ça c'est la lecture symbolique là que je vais vous partager, vous lire. C'est une analyse qui a été proposée par Josiane Morel qui a fait un petit dossier et dans lequel elle nous explique la portée du choix de cette rue. Je vous le lis. Éric Emmanuel Schmitt s'est amusé à situer le lieu d'existence de ses protagonistes dans une rue autrefois appelée rue d'Enfer, puis devenue rue Bleue, pour laisser implicitement sous-entendre qu'une condition désespérée, un vrai enfer, peut se transformer en tremplin au bonheur, en une vie sans nuages, irisée de bleu. D'un point de vue symbolique, la rue Bleue image un fleuve dont les eaux s'écoulent paisiblement. Une localisation ainsi baptisée rappelle aussi l'immensité bleutée des cieux du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord, dans lesquels s'épanouissent les rêves humains. Donc, la rue Bleue n'est devenue bleue qu'après avoir été appelée rue d'Enfer. Donc, ça montre effectivement que le point de départ, qui est un peu un enfer, l'enfer de la solitude, de l'abandon, et finalement la descente aux enfers de cet adolescent qui n'est pas Rimbaud, mais qui ressemble quand même à un adolescent en perdition, n'est pas irrémédiable. Et il va pouvoir s'en sortir grâce à justement finalement la rencontre avec Monsieur Ibrahim dans la rue Bleue. Et la rue Bleue, le bleu, c'est aussi une couleur qui a une valeur sacrée. Il y a un roman de Pastoureau qui fait toute une analyse sur la symbolique de la couleur bleue, aussi bien dans la religion chrétienne, puisque c'est la couleur de la robe de la Vierge dans de nombreux tableaux, que en Orient, où on va le voir, il y a la mosquée bleue à Istanbul qui va apparaître à la fin du roman quand ils font leur voyage initiatique, donc qui permet à Monsieur Ibrahim de retourner aux sources, justement, de retrouver sa famille. Donc ça, c'est pour vous proposer un premier exemple de lecture symbolique à partir d'une enquête très précise que l'on peut mener sur l'histoire de la rue Bleue. Ensuite, pour du coup aborder l'espace, il me semble intéressant de proposer une carte et de situer au fil de la lecture les lieux dans lesquels se trouvent et dans lesquels se déplacent les deux protagonistes. Donc, on a d'abord la rue Bleue à Paris, qui se trouve dans le 9e arrondissement, qui est un arrondissement populaire à l'époque, puisque nous sommes dans les années 60. Aujourd'hui, c'est bien différent. Et puis, ensuite, petit à petit, sur leur route vers le bonheur, les personnages, les héros, vont aller découvrir le Paris joli, comme l'appelle M. Ibrahim. Et notamment, ils vont aller aux Champs-Élysées. Alors, les Champs-Élysées, c'est intéressant parce que, évidemment, tout le monde connaît les Champs-Élysées. C'est un endroit où il y a des boutiques de luxe, mais c'est également, dans l'Antiquité, le lieu où vont les âmes des bienheureux. Donc, au sens symbolique, ici, c'est une première avancée vers le bonheur. Et puis, ça évoque les enfers avec la mort, mais en fait, c'est une mort qui mènerait aux Champs-Élysées. Et on verra que la mort de M. Ibrahim est certes triste, mais elle n'est pas présentée comme triste, puisque grâce à sa grande sagesse, M. Ibrahim arrive en fait à soulager et à guérir en fait et à alléger le poids de cette mort pour son fils adoptif, Momo. Il y a un très beau passage, on verra la Maxime apparaître tout à l'heure, mais il y a un très beau passage au moment de son décès
où il meurt d'un accident de la route, où on le voit dire qu'en fait, lui n'est pas triste de mourir parce qu'il a eu une belle vie et que du coup, il essaye ainsi de consoler en fait l'adolescent qui évidemment est très triste de sa mort. La deuxième étape, c'est un voyage vers la mer en Normandie et ils sont dans le Grand Hôtel de Cabourg. Et c'est là que Momo craque, qu'il pleure et qu'il révèle à Monsieur Ibrahim donc que son père l'a abandonné. Ce dont Monsieur Ibrahim se doutait, mais le jeune garçon, l'adolescent en fait, n'avait rien dit. Pendant toute une partie du roman, pendant 3 mois en fait, dans l'histoire, c'est l'une des rares indications temporelles que nous avons, il cache la disparition de son père et il vit avec un père imaginaire. Et ce n'est qu'ensuite qu'il va réussir à, du coup, trouver une figure paternelle qui pourra remplacer ce grand vide laissé par son père quand il quitte le domicile. Ensuite, nous avons donc également tout le voyage initiatique au Moyen-Orient. Nous allons au Moyen-Orient à partir de la page 60 et qui est présenté comme une traversée de l'Europe par le sud. Et là, certains lieux sont vraiment très très symboliques, notamment la Grèce, qui est présentée par Monsieur Ibrahim comme la source du bonheur. Pourquoi? Puisque c'est de là que viennent les philosophes antiques, et donc une sagesse finalement qui nous a été transmise, et une sagesse que Monsieur Ibrahim va mettre en œuvre, même si c'est à sa façon, à travers le soufisme qu'il pratique. Un autre lieu est symbolique, c'est la basilique Sainte-Sophie. Donc, c'est intéressant de demander aux élèves de faire une recherche, puisqu'ils vont se rendre compte que la basilique Sainte-Sophie était un lieu chrétien qui ensuite a été transformé en mosquée. Et du coup, qui est maintenant un musée. Et donc, on a une sorte de syncrétisme. Et c'est un lieu emblématique de la tolérance qui est prônée par l'amitié entre cet adolescent d'origine juive, de confession juive à l'origine, qui va se convertir à l'islam. Et on voit que l'islam de M. Ibrahim est un islam de tolérance qui est présent, a été également présent, le soufisme est très présent à Istanbul, en Turquie, pas seulement, mais c'est l'un des creusets en fait de cette religion. Et la Turquie, on le voit sur la carte, évidemment, elle est à la jonction entre quoi et quoi? Eh bien, entre l'Occident, Constantinople ou Istanbul, et l'Orient, le Moyen-Orient. C'est la porte du Moyen-Orient. Donc, ça peut être intéressant. Et pour la compréhension du message philosophique qui va être donné et délivré notamment à la fin du roman, d'utiliser la trajectoire des personnages et finalement l'inscription dans l'espace comme une clé de lecture symbolique. Alors, le temps ici est moins intéressant à à étudier, mais il y a quand même un certain nombre de jalons temporels qui prennent une valeur très symbolique. Tout d'abord, c'est à 13 ans au début, enfin plus ou moins au début de son adolescence, que le narrateur remonte. Il fait donc toute une analepse, un flashback, un retour en arrière. Et le roman est construit comme une boucle, puisque à la fin, on rejoint le présent d'actualité ou d'énonciation du narrateur qui est devenu épicier. Le roman se termine par « voilà maintenant ». Et la fin du roman, en fait, est le début
marque donc la Renaissance et montre à quel point c'est le début d'autre chose. Et le mouvement circulaire peut également évoquer les tours que font les derviches tourneurs sur eux-mêmes. Et ça va être l'une des étapes clés, vraiment formatrices, du voyage initiatique que font M. Ibrahim et Momo. Ce voyage initiatique commence page 60. Enfin, l'été est arrivé et nous avons pris la route. Et on voit que le voyage est associé à l'été, une saison, donc une saison qui est souvent liée au bonheur, contrairement à l'hiver qui est lié à la mort symboliquement. Et donc, ces quelques jalons, 13 ans, 3 mois que mon père a disparu, l'été est arrivé, marquent des temps forts du roman, de l'intrigue. Alors, pour aborder l'intrigue, on peut demander aux élèves de faire une sorte de résumé respectant les 5 étapes du schéma narratif, puisque les jalons du texte sont assez marqués, c'est assez clair, et ça va permettre d'avoir une approche globale qui est absolument nécessaire pour accéder à l'interprétation philosophique du texte. Donc, je vous ai mis quelques éléments pour approcher l'intrigue. Pour que les élèves puissent s'approprier le texte, une activité que j'ai déjà menée plusieurs fois et qui ici serait d'autant plus pertinente que le texte à l'origine était un monologue théâtral, cette activité serait de mettre en scène des extraits clés. Je vous en ai sélectionné un certain nombre, ça peut faire l'objet d'un groupement de textes, et puis du coup, à l'aide de cette mise en scène, les élèves vont vraiment mémoriser le texte, certaines phrases clés, puisque pour mettre en scène un roman, le premier travail à faire, c'est donc de sélectionner le passage. Ce ne sont pas forcément des passages qui comportent des dialogues qui peuvent être mis en scène. On peut également mettre en scène des passages de narration. Et pour cela, il faut donc que les élèves écrivent une sorte de script, en fait. Ils écrivent leur propre dialogue en sélectionnant, donc ils définissent un scénario, ils sélectionnent des phrases clés qu'ils doivent prononcer, ils définissent le nombre de personnages qui vont parler. Ensuite, dans les passages de narration ou dans certaines répliques ou certains éléments de dialogue, ils doivent transposer ça en didascalie. Et tout ça peut donner lieu à des notes d'intention pour, en fait, la mise en scène, comme si c'était des metteurs en scène. Et ce travail-là se fait en groupe, évidemment. Le mieux, c'est d'être 3-4 pour pouvoir justement répartir les rôles. Et il y en a un qui peut être responsable des décors, l'autre qui peut être le metteur en scène et responsable, je sais pas, de la musique. Il faut distribuer des rôles et ça fonctionne très très bien. C'est une autre façon de lire le texte, de faire des lectures analytiques en fait, sans en passer systématiquement par l'écrit. Et juste la mise en scène permet de mettre en valeur les relations entre les personnages, les sentiments, et puis de retenir les passages clés. On peut également, comme Laurence vous l'avez proposé, réaliser un livre audio pour justement se constituer une sorte d'exemplier et des passages clés pour aborder le thème de l'amitié intergénérationnelle. Et puis, du coup, ça peut donner lieu à une évaluation de la lecture expressive. Et cette lecture expressive, en général, est bien préparée par l'appropriation qu'implique la mise en scène de ces passages clés. Le style de l'auteur, donc ça c'est un point qui est particulièrement intéressant à étudier,
puisque dès l'ouverture, on doit se demander quel est le point de vue du narrateur. Le statut est évident, puisqu'il dit le jeu, c'est un statut intérieur, mais le point de vue interne nous permet d'appréhender le style d'écriture adopté par Éric Emmanuel Schmitt, qui épouse la spontanéité en fait d'un adolescent. On a constamment des traits d'oralité. Cela va vous permettre de travailler sur la langue, notamment sur un certain nombre de constructions grammaticales qui peuvent être fautives, que vous pouvez demander aux élèves de corriger, mais surtout, l'intérêt, c'est d'essayer d'expliquer, de se demander pourquoi, en fait, donc le texte est fautif. Ce ne sont pas des erreurs grammaticales, c'est un choix, évidemment. Et puis, c'est un choix, et il faut demander aux élèves quel effet nous produit ce choix. Cet effet, il est double, ça donne l'illusion du naturel de la conversation, et puis, donc, ça produit un effet de réel, mais cela permet également à l'écrivain de rendre son œuvre plus accessible. Et c'est ce qui rend la lecture de ce roman assez facile. Et le travail d'écriture, on le verra, il est à la fois comparable à celui de Romain Gary, d'Émile Ajar, et très différent, plus simple, puisque comme nous l'avons évoqué dans l'approche générique de l'œuvre, en fait, la brièveté du texte, ainsi que la simplification de certains personnages, notamment des personnages secondaires, nous invite à lire le texte d'Éric Emmanuel Schmitt comme un conte. Et donc, les traits d'oralité renvoient à cette tradition du conte, la tradition qui pourrait bien être également celle des contes des 1001 nuits. Donc, tout ça, ça nous met sur la piste, en fait, d'une lecture, une interprétation d'ordre philosophique. Et évidemment, quand les élèves auront présenté Éric Emmanuel Schmitt, il faudra insister sur le fait qu'il a une formation de philosophe. Il est agrégé de philosophie. Et quand il en est venu à l'écriture, tous ces textes apparemment simples, qui sont présentés comme des apologues, notamment ceux du cycle de l'invisible, sont en fait très très riches en termes de messages, et il arrive avec une simplicité dans la narration à nous transmettre des concepts et à nous faire réfléchir de façon particulièrement poussée. Donc c'est une invitation à la réflexion sur que nous permet en fait la passerelle par les pensées de l'adolescent. On retrouve des traits particuliers de l'oralité dans le lexique choisi, des élisions de certains phonèmes ou de certains mots, il avale des syllabes ou il supprime des mots, et puis également quelques mots d'argot, mais il n'y en a pas tant que ça, j'en ai relevé vraiment il y en a peut-être 5 en tout. Et ces mots d'argot sont assez désuets. Ils renvoient en fait à la langue des années 60. Donc c'est assez intéressant de voir qu'ils participent à construire donc cet effet de réel qui nous permet de nous identifier au personnage et d'entrer vraiment dans le roman. Donc ce qui est typique, pardon. Hop. Ce qui est typique de l'écriture d'Éric Emmanuel Schmitt dans ce roman, c'est le partage des pensées du narrateur avec des sortes de monologues, en fait, qui épousent le flux de conscience de l'adolescent. Et comme on est complètement dans sa tête, ce qu'on voit avec les questions rhétoriques, on a des exclamatifs pour traduire ses sentiments, et puis on a également quelque chose de très intéressant, c'est qu'il est dans une situation absolument horrible, vraiment très grave, il est devenu orphelin, et en fait,
cet adolescent a une force de vie extraordinaire et il a un humour extrêmement caustique, beaucoup de recul sur le milieu des adultes qui ne le protègent pas, donc il a dû grandir plus vite que la normale. C'est ce que nous signale également son entrée dans l'âge d'homme quand il va voir les prostituées à 13 ans, c'est quand même assez précoce. Hein. Et au fil du roman, il ne se départit jamais de cet humour qui parfois, évidemment, bascule dans l'humour noir, sans faire de mauvais jeu de mots. Il y a un certain humour juif, en fait, où il se tourne lui-même en dérision, il ne se met jamais en valeur, il souligne ses maladresses, ses défauts, et en même temps, il fait des jeux de mots, il y a des détournements d'expression également, et donc il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes à étudier. On peut demander aux élèves également de faire une espèce de recueil de passages comiques, des passages qui les ont fait rire, peut-être pour définir la différence entre, je sais pas moi, l'humour noir, le comique, de gestes, de situations, de caractères et de mots. On peut également avoir recours à certains sketchs. Alors, j'ai pas eu le temps de sélectionner ces sketchs, mais à mon avis, ça peut être une bonne pause divertissante et riche d'enseignements, puisque les comiques, en fait, utilisent toutes les ressources du langage et analyser les figures de style qu'ils mobilisent n'est pas si simple qu'il y paraît. Même si on rigole, comprendre pourquoi on rit, eh bien, c'est assez difficile, en fait. Et on peut du coup également se rappeler de cette définition de l'humour qui est présentée comme la politesse du désespoir. Quand on est désespéré, soit on bascule dans le drame, le pathos, soit on choisit d'essayer de prendre de la distance, et c'est ce que permet l'humour. C'est vraiment une arme ici, une arme pour résister à la dureté des conditions de vie de cet adolescent, à la dureté de son histoire, et c'est l'une des étapes de la résilience, de la réconciliation de l'adolescent avec lui-même. Les traumatismes qu'il vit ne vont pas s'effacer, mais il va apprendre à vivre avec ces traumatismes et à aller de l'avant. Bon, j'ai un peu dépassé l'heure. Je vous propose de faire une petite pause si ça vous convient. J'ai quelle heure? Alors, ouais, 18h12. On peut revenir d'ici 5 minutes si ça vous va. D'accord. Alors, il n'y a pas de questions, Marion, dans l'onglet questions-réponses, donc à moins qu'il y en ait qui aient envie d'en poser maintenant. Mais Oui. je pense peut-être que pour tout le monde, ce sera bienvenu. Mais on peut se laisser 5 minutes, si vous voulez. N'hésitez pas à poser vos questions tout de suite ou pour après. Hein. De toute façon, elles sont enregistrées dans l'onglet, donc on pourra les transmettre. Bon. Je suis pas certaine d'avoir été limpide, c'est très riche et du coup, il faut pas poser des questions. Hein. Oui, n'hésitez pas. Après, j'ai précisé que ta présentation, Marion, sera partagée ensuite. Donc, tous les liens vers les fichiers audio ou vidéo que vous propose Marion sont à votre disposition après le webinaire. Après, j'ai fait comme si vous aviez lu le texte. J'espère que ceux qui peut-être ne l'auraient pas lu en entier ou ne sont pas perdus. Mais c'est vrai que ça se lit très très vite comme œuvre et c'est intéressant pour un certain nombre de choses d'avoir lu la globalité parce que comme ça a un petit peu les caractéristiques du conte en fait et du coup le sens global est vraiment contenu dans la fin du texte et dans la trajectoire des personnages. Donc aborder l'œuvre sans l'avoir lu en entier
à part pour toutes les premières étapes, qui sont vraiment des étapes de prise de contact avec l'œuvre, d'hypothèse de lecture, qui sont intéressantes à faire sans que les élèves aient lu le texte, sans avoir lu le texte, parce que ça permet de s'approprier du coup la démarche de l'auteur. À part cette étape-là, je pense vraiment qu'il est plus intéressant d'envisager ce texte dans sa globalité. Et si ça bloque, le passage par les mises en scène permet de donner en fait les étapes clés de la lecture et que les élèves du coup soient responsables chacun d'un aspect intéressant dans l'œuvre. Voilà. Il n'y a toujours pas de questions? Non? Bon, je vais juste faire un tout petit tour et je reviens. Hein. Ah, pardon Marion, j'étais en train de... Pardon, je vais juste boire un petit peu et je reviens. Ça ne marche pas. 2 minutes. Hein. Voilà, voilà. Oui, pardon Marion, je disais qu'il y avait une question. Il y a une enseignante qui nous demande, qui te demande si ce n'est pas une autofiction. Est-ce que c'est juste un roman avec des éléments autobiographiques ou une autofiction? Alors, l'autofiction, c'est un concept qui a été élaboré par Serge Doubrowski et qui implique qu'il y ait identification entre l'auteur et du coup le personnage principal, avec des parties reconstruites, fictionnelles, etc. Là, ce n'est pas une autofiction parce que c'est bien un roman. En fait, Momo, qui dit « je », est bien un personnage de fiction. Monsieur Ibrahim est également un personnage de fiction. Mais c'est vraiment un roman autobiographique qui est présenté comme une autobiographie. Pourquoi cela présente-t-il les caractéristiques de l'autobiographie? D'une part, parce que le personnage principal dit « je », d'autre part, parce qu'il y a un récit rétrospectif, et puis, troisième élément clé dans le pacte autobiographique de Lejeune, c'est la volonté de transparence et d'honnêteté. Donc, ces trois éléments-là, la présence de la première personne du singulier, du « je », le récit de vie rétrospectif, il remonte en arrière. À la fin du roman, le héros Momo est devenu adulte, il a fondé une famille, il a des enfants, il a une femme. Et donc, tout est en fait, toute l'histoire est en analepse. C'est une analepse, c'est un grand retour en arrière. Et la troisième caractéristique, c'est cette volonté affichée de transparence. Et on a cette volonté de transparence dans le choix stylistique adopté. C'est-à-dire que l'auteur vraiment nous livre des monologues intérieurs de son personnage, de cet adolescent. Et il y a un flux de conscience qui fait qu'il va tout nous dire, même des choses très désagréables, des choses qui ne sont pas du tout conventionnelles, que normalement on doit taire. Et pourquoi est-ce un roman? C'est parce qu'il y a bien une fiction, il y a des éléments
autobiographiques, mais très peu en fait, qui viennent du comédien pour lequel, donc Kremer, pour lequel en fait Éric Emmanuel Schmitt a écrit. C'est un ami proche. Il y a un élément de la vie de Schmitt, c'est le fait que son père était épicier. Et puis, il y a un dernier élément qui est intéressant, c'est pour ça qu'il a écrit le cycle de l'invisible, Éric Emmanuel Schmitt, c'est qu'en fait, il a eu, Éric Emmanuel Schmitt était athée, il a étudié la philosophie, il était athée, et il a eu une espèce de révélation. Il a eu la foi quand il faisait une marche dans le désert. Et donc ici, cette présence d'une mystique dans le choix de la religion de M. Ibrahim, le soufisme, en fait, évoque un des aspects de la vie de Schmitt. Et c'est pour ça qu'il a écrit tous, à partir d'un certain moment, ces romans tournent autour de la question de la religion, mais la religion non pas comme quelque chose qui oppose les hommes, comme clivage, c'est pas une religion instrumentalisée, comme dans les croisades, par exemple, ou un certain nombre de textes. C'est une religion qui vraiment relie. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il refuse de se limiter à une seule religion. Il y a un certain syncrétisme. Il envisage toutes les religions les unes après les autres. Donc, il y a des éléments, dans la jeunesse de l'œuvre, il y a des éléments autobiographiques qui font partie de la vie de Éric Emmanuel Schmitt, mais c'est bien un roman parce que c'est une fiction et qui est un roman, une fiction autobiographique, puisqu'elle se présente comme l'autobiographie du personnage principal. Mais l'auteur et le personnage principal ne coïncident pas. J'espère que j'ai été claire. Je vais reprendre la suite de la présentation et si vous avez encore des questions, de toute façon, il ne faut pas hésiter. C'est d'ailleurs beaucoup plus agréable de répondre à vos questions que de parler en fait en déroulant seul, en faisant un monologue justement. Alors, donc nous revenons au style de l'auteur. Donc, tous ces traits d'oralité nous donnent l'illusion d'une transparence et nous permettent finalement de nous identifier au personnage. Mais ce personnage, donc, évidemment, c'est un personnage fictif. On revient. Maintenant, l'une des grandes questions abordées ici dans le texte, c'est celle, et on a besoin de références religieuses pour comprendre en fait en quoi c'est l'une des clés de lecture de l'œuvre, c'est la religion, aussi bien la religion juive, mais beaucoup plus la religion musulmane, avec notamment le soufisme qui s'oppose au légalisme. Il y a un premier passage qui est très intéressant, dans lequel Momo justement dit que la religion, cette religion-là, heureusement, n'est pas une maladie. Le soufisme, il pensait que c'était comme, je sais pas moi, la syphilis ou quelque chose comme ça, et il découvre que ce n'est pas une maladie. Et il ajoute, pour nous transmettre un message justement de tolérance, quoique certaines pensées puissent être une maladie. Donc on voit ici que ce qui est conservé de la religion, par le biais de cette amitié entre les deux héros qui sont de confessions distinctes, c'est vraiment l'idée d'un partage spirituel et d'un amour en fait qui relie, l'amour de Dieu, mais un amour qui relie les individus. Et également, on le voit quand le héros s'initie au teke, à la danse des derviches tourneurs, cette danse qui est pratiquée, je vous ai mis quelques références en fait en lien, des petites vidéos qui montrent, j'aurais pu mettre une image, mais les derviches tourneurs donc arrivent à entrer en transe et à s'élever, à quitter leur corps et à s'élever grâce à une danse qui est absolument magnifique. Il y a une musique aussi qui est très envoûtante. Ils tournent comme ça, ils ont des robes, ils tournent et on a l'impression du coup que ce sont des cercles qui tournent sur eux-mêmes.
Et donc, une fois que le héros a été initié à cette danse des derviches tourneurs, il va la pratiquer régulièrement pour se purger de ses passions. Et c'est justement la vision que nous présente Éric Emmanuel Schmitt de la religion. C'est une religion qui élève, c'est une religion qui permet de grandir en spiritualité et en sagesse. Donc ici, le terme de religion, c'est vraiment, est vraiment à entendre comme sagesse, ou on le voit également dans l'idée de choisir comme étape de leur parcours, de leur voyage au Moyen-Orient, Sainte Sophie. Sophia, c'est la sagesse. Et la Sainte Sophie, c'est cette église, cette basilique en fait, qui a été transformée ensuite en mosquée et qui maintenant est devenue un musée. Et la symbolique de ce lieu permet de montrer à quel point la religion prônée, c'est une religion de tolérance. On voit que M. Ibrahim boit du vin, il se réfère au Coran, mais il n'est pas légaliste, il ne reste pas en fait complètement, il n'applique pas les règles du Coran, les préceptes du Coran, les versets du Coran à la lettre. Et du coup, en fait, cette religion lui permet juste d'accéder au bonheur, au bien-être et au bonheur. Et l'idéal de tolérance qu'il transmet à Momo, il est bien représenté dans cette citation avec M. Ibrahim. Je me rendais compte que les Juifs, les musulmans et même les chrétiens, ils avaient eu plein de grands hommes en commun avant de se taper sur la gueule. Ça ne me regardait pas, mais ça me faisait du bien. C'est donc une religion qui fait du bien, parce qu'elle n'est pas sectaire, parce qu'elle n'est pas intégriste, parce qu'elle n'est pas dans la censure. Elle est vraiment dans l'amour du prochain, dans l'élévation de l'âme. Et le personnage de M. Ibrahim est assez ironique puisque c'est un épicier. Normalement, les épiciers comptent leur argent et sont proches de leurs sous. Eh bien, là, c'est un épicier qui va donner beaucoup de choses, tout ce qu'il peut à cet enfant. Et c'est un épicier qui va servir de figure paternelle tutélaire, qui va être une figure de bon père, de père aimant, qui élève spirituellement son fils, contrairement au père biologique de Momo, qui lui est matérialiste. Donc la religion ici permet de se dégager du matérialisme et de réconcilier les êtres et les âmes avec elles-mêmes. Donc voilà. Après, on voit l'effet cathartique de la danse sur Momo. Je ne suis plus moi, mais un de ces atomes qui tournent autour du vide, qui est tout. Ainsi, donc on voit que c'est ce que dit Moïse quand il est nouvellement initié à la pratique des derviches tourneurs. Et en fait, cette remarque montre en fait toute effectivement la profondeur, la sagesse spirituelle inscrite dans l'œuvre de Éric Emmanuel Schmitt. Et c'est un des aspects qu'il faut absolument aborder dans la thématique de l'amitié intergénérationnelle. Il faut vraiment faire cette lecture en passant par tout d'abord l'histoire entre les deux, mais plus on avance dans le texte, plus ça devient flagrant. Donc, l'avant-avant-dernier point que nous allons aborder, c'est la portée philosophique du récit. Puisque nous l'avons vu dans l'approche générique, ce texte peut être lu comme un conte, un apologue, c'est-à-dire un récit dont on doit tirer une morale, dont on peut tirer un enseignement. Ce n'est pas juste une histoire divertissante, même s'il y a beaucoup d'humour, que c'est comique. Ce n'est pas juste le parcours d'un individu précis, même s'il prend le visage d'un roman autobiographique. Ce texte a une valeur universalisable et nous transmet des messages de sagesse. Donc, il serait judicieux et vraiment riche du coup de faire un petit zoom sur la fin du récit.
et de se poser, donc je vous ai proposé quelques questions. Quels sont les différents savoirs et savoir-être que M. Ibrahim partage avec Moïse? Qu'en pensez-vous? Comment M. Ibrahim aide-t-il Moïse à devenir un jeune adulte responsable? Quelle est la réflexion philosophique qui se développe tout au long de la narration? Comment la succession des épisodes de la rencontre entre M. Ibrahim et Moïse conduit-elle le lecteur à réfléchir et à apprendre sans qu'il ait l'impression d'être guidé? Ça, c'est l'idée d'une argumentation indirecte. On n'est pas tellement dans l'ordre du convaincre, mais dans l'ordre de la persuasion. En fait, en s'identifiant au personnage, sans nous en rendre compte, nous abordons une réflexion particulièrement riche et philosophique. Ceci se traduit dans notamment les paroles de M. Ibrahim. Alors, M. Ibrahim n'est pas un personnage, c'est un personnage plein d'humour et de tendresse, c'est pas un personnage caustique comme Momo. Et il va du coup, lui, être plutôt lié à la tonalité lyrique. Et c'est-à-dire qu'en fait, il est du côté du bonheur, de la contemplation et de l'extase. Et donc, l'expression des sentiments personnels, ici, elle est vraiment de l'ordre de la célébration. Ça, c'est pour donc ce qu'il a, sa façon de vivre, sa façon d'être au monde, qui transparaît dans son style de parole, hein, sa langue propre, mais également dans les maximes. Il y a comme des sortes d'aphorismes, en fait, des leçons de vie qu'il transmet directement au discours direct à Momo, au fil, et ces aphorismes ponctuent en fait le roman à partir et scandent la relation intergénérationnelle entre les deux protagonistes. Moi, j'ai fait un petit exemplier qui n'est pas complet, hein, mais je vous propose du coup ces aphorismes qui permettent de répondre en fait aux questions sur la fin du récit. Donc, le bonheur. Donc, concernant le bonheur, donc Monsieur Ibrahim dit à Momo, la lenteur, c'est ça le secret du bonheur. Donc, on a une métaphore ici. Deuxième leçon de vie, la beauté, Momo, elle est partout, où que tu tournes les yeux. Ça, c'est mon Coran. Donc, le livre sacré de Monsieur Ibrahim, c'est le monde entier. Il ne s'arrête pas au livre sacré d'une religion, il s'ouvre au monde entier. Et ce sont des expériences vitales, la danse, l'engagement physique, l'engagement dans une relation personnelle avec cet adolescent, qui vont en fait être source d'enseignement. Il y a un paradoxe également qui permet à M. Ibrahim de transmettre une leçon sur la générosité, sur le don de soi et l'amour. Ce que tu donnes, Momo, c'est à toi pour toujours. Donc là, il y a une sorte d'antithèse, de paradoxe. Tu donnes et c'est à toi pour toujours. Ce que tu gardes, c'est perdu à jamais. L'antithèse, elle est dans l'opposition entre toujours et jamais. On voit un parallélisme qui souligne donc le message transmis, qui lui donne plus de force. Et puis le dernier, le cœur est le lieu de la présence de Dieu. Donc ici, derrière le mot religion, il ne faut pas mettre une pratique, des rituels. Certes, il y a la pratique de la danse des derviches tourneurs, mais ça ne se limite pas en fait à un dogme ou à vraiment des rites. C'est ici à entendre au sens de ce qui relie, ce qui me permet d'être au monde et de trouver ma place dans le monde et de trouver une façon de me relier aux autres dans le respect et la tolérance et le bonheur. Donc, ce sont ces leçons-là, finalement, que nous donne l'histoire de l'amitié entre Momo et M. Ibrahim. Pour fixer à nouveau et réactiver le roman, si vous êtes passé à autre chose ou si entre-temps vous avez découvert, je ne sais pas, un autre des romans que vous a suggéré Laurence ou que je vous ai suggéré moi, Un secret ou Les gratitudes et puis donc, Oscar et la Dame en rose.
donc, vous pouvez réactiver en fait la connaissance de l'œuvre avec différents petits exercices, différents petits jeux que je vous propose. J'en ai listé 4, mais en fait, il peut y en avoir d'autres, hein, évidemment, et puis ce ne sont que des pistes. L'une des premières pistes, c'est de replacer les lieux dans l'ordre du récit, puisque vous avez vu que ces lieux, en fait, donnent lieu à une lecture symbolique. Et ici, d'abord, il faut qu'ils identifient les lieux, parce que ce sont des lieux qui existent vraiment, ils participent à l'ancrage dans le réel, et puis une fois qu'ils ont identifié, nommé les lieux, donc il faut qu'ils les remettent dans l'ordre, et qu'à partir de ces lieux, ils reconstituent la trame du roman. Deuxième exercice, pour se remettre en tête des épisodes clés, quelque chose d'assez ludique et qui peut paraître assez enfantin, mais qui en fait fonctionne très très bien. Vous sélectionnez certains objets, vous les amenez en place, par exemple un ours en peluche, une tirelire, une boîte de sardines, un coquillage, une lettre, et les élèves piochent un de ces objets et ils doivent réactiver l'épisode qui est synthétisé, symbolisé par cet objet. L'ours en peluche, par exemple, évidemment, c'est le moment où Momo se fait dépuceler par sa première prostituée et il a 13 ans à ce moment-là. La boîte de sardines, c'est le moment où donc ils deviennent relate les vols au début du roman de boîtes de sardines à l'épicerie de M. Ibrahim. Et c'est ainsi que les deux personnages entrent en contact physiquement. Après, on peut mettre derrière la boîte de sardines autre chose, puisque ça évolue. M. Ibrahim, ensuite, donne des boîtes de sardines même, je sais plus, je crois que c'est pas des boîtes de sardines, c'est d'autres boîtes de conserve à Momo, puisque son père a perdu son travail et qu'il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Et puis ensuite, même quand il est abandonné, il va continuer à nourrir, au sens physique du terme, Momo, l'adolescent. Le coquillage, c'est un autre épisode chez les putes. La lettre, c'est la lettre que... c'est assez drôle parce que M. Ibrahim, en fait, présente un document qui est censé être son permis de conduire. C'est un écrit en arabe. Et en fait, cet écrit, il le présente comme son permis de conduire. Or, c'est son sauf-conduit plutôt pour le retour chez lui auprès de son ami Abdullah, qu'il a formé et initié au soufisme. Et c'est en fait une lettre de son ami Abdullah. Donc, le vendeur, au début, ne veut pas leur vendre la voiture. Il leur demande si M. Ibrahim a son permis de conduire. Et là, lui, il fait l'offusquer. Il tend cette lettre en disant que c'est son permis de conduire. Et comme le vendeur ne sait pas lire l'arabe, évidemment, dans le doute, il finit par accéder à l'achat de M. Ibrahim. Ensuite, il y a d'autres objets symboliques que vous pouvez trouver ou demander aux élèves de trouver. Ça leur permettra de bien réactiver tous les épisodes. Ensuite, pour travailler sur les personnages et leur caractérisation, vous pouvez faire un jeu qui consisterait, qui ressemble un peu au qui est-ce, avec des devinettes ou des citations. Par exemple, je suis un avocat sans affaires et sans femme. Qui suis-je? Évidemment, c'est la périphrase par laquelle Momo désigne son père, évidemment de façon assez critique, en pointant du doigt tous les manques. Le complément du nom sans affaires et sans femme indique finalement le vide de cet homme qui n'investit pas sa fonction paternelle. Les flashcards, donc, je ne sais pas si vous connaissez sans doute, c'est en fait des espèces de cartes que vous fabriquez avec les élèves. Vous mettez un lieu, une référence culturelle, Rumi par exemple, qui est un poète donc perse important pour les soufis. Et donc, vous mettez Rumi et derrière, en fait, au verso, vous indiquez qui est Rumi, où est-ce qu'il apparaît dans l'œuvre
et puis un petit extrait, une citation. Il y a un poème de Rumi qui apparaît à la fin de l'œuvre. Et donc, ça permet de réactiver à l'oral tous les éléments liés au soufisme, à la religion, et on fait une espèce de petit récapitulatif au dos. Il est plus intéressant que ce soit les élèves qui fabriquent ces flashcards. Si vous n'avez pas le temps ou que vous pouvez amorcer le travail en faisant quelques-unes et puis qu'après, ce soit eux qui proposent d'en faire. Les flashcards, donc, c'est plein de notions différentes. On peut également faire cela pour les différents genres auxquels appartient le roman. Mettre nouvelle derrière les caractéristiques de la nouvelle, conte, les caractéristiques du conte, une citation des éléments du texte qui font que c'est un conte. Donc, ça peut permettre de réviser différents éléments, différentes parties du cours. Voilà. Donc, j'ai pas mis les crédits, j'ai pas mis toute la source des photos, mais là, l'idée, c'est vraiment de vous donner des idées d'appropriation, d'activités, en fait, permettant de parcourir l'œuvre et de s'en souvenir, la convoquer autrement. Ça permet de récupérer les élèves qui sont plus kinesthésiques ou qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin de passer par l'oral aussi pour mémoriser certaines parties du cours. Voilà. Et puis, comme dernier point, je vous propose donc une compréhension orale d'une interview de Schmitt qui souligne en fait toute l'actualité de l'œuvre, qui a pris une résonance très très forte et très différente, notamment depuis certains attentats. Donc là, c'est une interview de Schmitt qui montre toute l'actualité du texte. L'amitié intergénérationnelle ici nous transmet un message de tolérance à une époque où l'islam est souvent confondu avec l'islamisme, avec le terrorisme, malheureusement. Ces amalgames sont faits et du coup, ça nous présente une vision de l'islam qui est loin de l'intégrisme et qui permet aussi nous réconcilier donc, en partie notre société actuelle. Voilà, et c'est à peu près tout. Donc l'interview, elle est accessible là. Je peux vous la lire et on pourra essayer de faire le lien avec la thématique de l'amitié intergénérationnelle. Donc, après l'attentat survenu dans une mosquée de Québec, l'œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, écrite en 1999 et traitant de l'amitié entre un jeune juif et un épicier musulman, prend un tout autre sens. C'est un texte qui a une résonance totalement différente aujourd'hui, pense l'auteur, qui est de retour au Québec pour fouler les planches du théâtre du Nouveau Monde. Donc, il avait repris la pièce Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qu'il joue lui-même. Donc, je vous ai mis un petit lien avec un extrait qui est accessible sur YouTube, je crois, et où on voit l'auteur lui-même jouer sa pièce. En 1999, le rapport à l'islam, c'était de l'indifférence. 1999, c'est la date de création du monologue théâtral. 2001, c'est la date de publication du roman. On ne savait pas tellement ce que c'était. C'était un voyage que les gens regardaient avec des yeux émerveillés, explique l'auteur, qui se dit très touché de venir jouer au Québec. Aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. Le rapport à l'islam, c'est un rapport d'inquiétude, voire d'hostilité, voire de haine. Le texte prend des couleurs militantes. Se battre pour la tolérance. Éric Emmanuel Schmitt parle de la tolérance comme d'un combat et non comme d'un état. On n'est jamais arrivé à l'état de tolérance. Il faudra toujours se battre. Je pense même que la tolérance, c'est un combat qu'on ne gagne jamais. Et ce qui fait la beauté du combat, ce n'est pas la victoire, c'est la raison pour laquelle on se bat. Il y aura toujours des chrétiens, il y aura toujours des imbéciles, il y aura toujours des gens qui simplifieront, il y aura toujours des gens qui feront des amalgames. Mais battons-nous pour qu'ils soient le moins nombreux possible. Battons-nous avec notre intelligence, avec notre bienveillance, avec notre sens des nuances. Voilà, en gros, vous savez, c'est toujours un effort de ne pas être bête. C'est toujours une lutte de garder les bras ouverts. C'est plus facile de les fermer, c'est plus facile de dénier l'autre, c'est plus facile de le repousser, c'est plus facile de le dédaigner, de le mépriser, c'est même plus facile de le tuer que de l'écouter. Donc, voilà.
Donc, l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu en montrant à quel point cette œuvre, en fait, est liée au... l'amitié intergénérationnelle, ici, est un message de tolérance, et aussi bien de tolérance entre les différentes générations que de tolérance également entre les différentes religions. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Est-ce que... donc, certains d'entre vous, il nous reste un quart d'heure, c'est juste le temps pour répondre aux éventuelles questions. Alors là, il n'y en a pas dans le petit onglet, mais peut-être qu'elles vont surgir, je l'espère. Après, la présentation, Marion, est très complète, donc j'avoue, c'est possible aussi que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais c'est très... Moi, j'ai pas encore lu le roman et j'ai suivi, donc je sais, c'est significatif. Il se lit en 1 heure, hein. Vraiment, Ouais. il est prenant, mais il est très très facile. Et comme il fait 75 pages, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on avait décidé de l'étudier en 2e, parce qu'il est tellement facile d'accès que en fait, ça permet de se l'approprier plus rapidement. Ce qui est traître, en revanche, c'est qu'il est très riche et il y a pas mal de références culturelles. Et donc, c'est pour ça que l'étayage culturel doit être vraiment important et qu'il faut faire des jeux, il faut manipuler, il faut... sinon, on reste à la surface de l'œuvre et on ne comprend pas le message. On reste juste à la petite histoire d'amitié entre les deux. Et en fait, je pense que pour les sujets d'essai, du coup, on va essayer de montrer à quel point il y a des échos entre les deux œuvres. J'ai même l'impression que le texte de Gary, c'est presque un hypotexte de l'œuvre de Schmitt, sauf qu'il donne une couleur finalement plus légère, moins existentielle à cette histoire d'amitié, grâce à la légèreté de son ton et grâce à la distance que permet l'imprégnation philosophique, en fait, qui est la sienne. Et du coup ça permet d'offrir quelque chose de très riche, exprimé de façon extrêmement simple. C'est ce qui fait que ça relève de l'apologue aussi. Après, on pourrait essayer de trouver, je suis sûre qu'il y a des contes orientaux qui pourraient fonctionner en écho, parce que on voit que toute cette histoire d'amitié entre un vieil homme et un jeune, le fait qu'il perde son père et qu'il le remplace, tout ça, je suis sûre qu'il y a, j'ai pas eu le temps de regarder du côté des contes des mille et une nuits, mais il y a quelque chose de magique. Ils prennent une voiture, à un moment donné, même ils évoquent un tapis, pourquoi pas un tapis volant. Même il y a des petites comme ça, des petits clins d'œil qui sont comme des petites pistes vers les contes des mille et une nuits. Et c'est intéressant parce que du coup, ce sont des contes heureux. Le thème de l'abandon, le thème du deuil, le thème de la prostitution et de cette descente aux enfers de ce gamin, on ne se rend même pas compte au début qu'il est en perdition pratiquement. Parce qu'il a une telle force de vie et on est tellement directement connecté à ses pensées et à ses remarques caustiques sur le réel. Et il a tellement peu de jugement, porte tellement peu de jugement sur son entourage, il est tellement livré en fait, livré à lui-même et livré à nous, qu'on ne se rend pas compte qu'il est dans une situation critique. Il y a une question peut-être, non? Je sais pas. Enfin, un truc, ça il y a une question qui était y a-t-il un moment précis pour de la conversion de Momo à l'islam? Est-ce que c'est lorsqu'il change de nom? Oui, exactement. Moïse devient Mohamed. Alors, je n'ai pas développé, mais il y a toute la symbolique des prénoms, notamment le fait que Schmitt ait choisi Ibrahim et pas Abraham. Mais en fait, Ibrahim, c'est quand même une variante d'Abraham, et Abraham, c'est le père de toutes les cultures. Donc, on a une conversion précise, et c'est au moment de l'adoption, en fait. Et puis, ils découvrent que, quand ils font un voyage, ils découvrent que M. Ibrahim est circoncis comme lui. Parce qu'effectivement, les musulmans et les juifs sont circoncis. Donc, c'est un ancrage dans le réel et en même temps,
on se rend compte que mais il devient vraiment soufi, en fait, parce qu'il devient soufi au moment où il est initié au moment du teke, c'est-à-dire au moment de la danse des derviches, sa première danse de derviche tourneur. Donc c'est à ce moment-là qu'il comprend de l'intérieur, il est converti, pas juste converti sur papier en fait, hein, et il est converti dans son être profond, et il va pratiquer la danse des derviches tourneurs comme une thérapie en fait. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt de la religion pour Schmitt, c'est une religion qui relie et qui permet de se dépasser et de se laver l'âme en fait. Il n'y a pas de confession, mais il y a la danse. Et à travers la danse, on s'élève. Parce que c'est l'ivresse de la danse, on tourne et on est complètement emporté en fait vers les sphères supérieures. Une autre question? Oui, il y a une autre question. Comment peut-on expliquer facilement le soufisme aux élèves? Alors, le plus simple, c'est de leur montrer une vidéo. Alors, partir du roman. Dans le roman, il définit le soufisme. Et quand il dit ce n'est pas une maladie, et en fait, c'est assez drôle parce qu'il est là, il comprend rien. Il dit légalisme, le soufisme, le légalisme. Mais voilà, c'est bien le dictionnaire, en fait. On me renvoie une autre définition, c'est complètement nul. Enfin, il s'énerve parce qu'il comprend rien. Et il a vraiment envie de comprendre parce que c'est son ami qui est soufi. Et donc, à ce moment-là, il creuse. Et puis, c'est la danse qui permet de comprendre ce qu'est le soufisme. Il faut partir de la danse. En plus, c'est assez fascinant. Je vous ai mis le lien vers une petite vidéo. Il y a un rassemblement de derviches tourneurs tous les ans en Turquie, à Istanbul, je crois. Et si vous montrez cette danse, entre la musique et la danse, déjà, vous permettez aux élèves d'entrer dans ce qu'est le soufisme. C'est une religion de l'intérieur et qui engage le corps. Donc, c'est intéressant de commencer par cet épisode-là, qui apparaît à la fin, leur montrer ça. Et ensuite, il y a un certain nombre de citations dans le roman qui du coup, expliquent à travers les paroles de Momo ce qu'est le soufisme. Et ensuite, je ne sais pas si je l'ai mise, j'avais trouvé une définition toute simple. Si vous voulez, je la remettrai. Je crois que je ne l'ai pas mise dans le diapo. Je n'ai pas mise dans le diapo. Alors, oui, il faut que je retrouve la définition, mais je vous la remettrai si vous voulez dans le diapo, comme ça vous aurez une définition simple et documentée de ce que c'est, le soufisme. Il y a une autre question? Je peux vous la lire, la définition, si vous voulez, que vous ayez un peu une idée. Elle est vraiment facile d'accès, hein. Le soufisme est la mystique de l'islam. La technique centrale de la contemplation repose sur l'oraison et sur le concert spirituel, ou Semma, dont l'origine est attribuée à Jalal al-Din Rumi. C'est justement, il y a un extrait de Rumi dans le roman. Fondateur de l'ordre Mevlevi, également connu sous le nom de derviche tourneur. Véritable oratorio-ballet, la cérémonie du Semma ou Alors, manifestement, il y a un problème de son. Marion, on ne t'entend plus. Marion, est-ce que tu es là? Alors, bonsoir, chers collègues. Alors, vous avez vu ma collègue Julie qui a ouvert la séance et j'ai eu le temps de vous rejoindre avant la fin, mais je me rends compte que Marion a été déconnectée. Elle doit avoir un souci de connexion. Je suis désolé, elle est en train de lire une belle définition. Bonsoir, Nouria. Alors, je vais vous demander un petit peu de patience. Je vais essayer de voir avec Marion si. Excusez-moi, chers collègues. J'essaye de voir si contacter Marion.
Oui, Marion, tu as été déconnectée. Ah mince, mince. Non, non, c'est pas grave. Écoute, d'accord. Écoute, alors je m'occupe de clôturer la séance avec les collègues, hein, et bien sûr, je leur dis. T'inquiète, t'inquiète pas. D'accord, d'accord. Ah, c'est revenu. OK. Écoute, moi, de toute façon, je suis là en ligne et si tu arrives à te reconnecter, sinon, je clôture la séance. D'accord? D'accord, 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 Marion. Alors, chers collègues, vous avez peut-être entendu, j'espère que vous m'entendez. C'est toujours un peu perturbant parce que je ne vous vois pas, j'ai l'impression de parler tout seul. Ah ben voilà Marion qui est de retour parmi nous. Ton micro, Marion. Attends, ton micro. Voilà, vous Voilà. avez compris que Marion a une coupure de sa connexion. Je me tais. Vas-y, Marion, Heureusement, pardon. c'était à la fin. Donc, bon, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, n'hésitez pas même à remettre des questions ou si vous avez des questions qui surgissent, on fera une autre séance commune avec Laurence. Donc, je vous invite à les noter et puis vous nous les poserez à ce moment-là. Enfin, en tout cas, pour ma part, je répondrai, il n'y a aucun souci. Et si vous avez besoin de documents complémentaires ou, je sais pas, des questions sur certaines pratiques pédagogiques qui ne sont pas assez détaillées sur le diaporama, faut vraiment il ne faut vraiment pas hésiter. En fait, c'est juste un plaisir de partager ça avec vous. Donc, lancez-vous, même si vous avez l'impression que c'est des questions bêtes ou que vous n'avez pas eu le temps de lire l'œuvre, c'est pas grave. Le but, c'est de vous donner un maximum d'infos. Ça donne beaucoup de choses en même temps. C'est un peu dense, mais le temps que vous digériez, et puis après, du coup, peut-être qu'il y aura des choses qui auront besoin d'être éclaircies. Voilà. Marion, je profite peut-être parce que j'ai pas pu être avec vous en début de séance, mais j'ai travaillé sur le Bachibak par ailleurs. Ah, tu es en train de m'appeler Marion, je pense, avec ton téléphone en même temps. C'est pas grave. Écoutez, je suis ravi d'avoir pu au moins vous rejoindre en fin de séance et avant que vous vous déconnectiez, chers collègues. Premièrement, pour remercier Marion d'avoir accepté de participer à cette action de formation. Vraiment, Marion, merci beaucoup. C'est un moment important pour les enseignants. Effectivement, on sait qu'on est en phase d'introduction de ces nouvelles œuvres sur lesquelles vous préparez vos chers élèves pour 2023-2024. Mais c'est important, voilà, on pose les petites graines de cette appréhension de ces deux œuvres. Le regard de Marion me paraissait tout à fait intéressant, donc je la remercie encore pour sa participation. Et bien évidemment, pour répondre aux collègues sur le chat, on diffusera la présentation. On vous donnera accès à la vidéo. Et comme le disait Marion, et vous savez comment me contacter, n'hésitez pas à m'adresser des questions, je pourrai les adresser directement à Marion, tout en sachant que vous aurez, vous, le groupe 1, cette troisième séance, donc pour vous, le 24 novembre, une séance croisée où Marion et Laurence interviendront ensemble. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait fini. Bah, tant mieux. Si on répond à un besoin, Nouria, on est bien ravis. Vas-y, Marion, pardon. J'ai oublié de préciser, enfin moi j'ai utilisé l'édition du livre de poche où il n'y a pas de notes, il n'y a rien, et j'ai pas eu le temps parce que je l'avais, mais j'ai pas eu le temps de consulter. J'ai vu qu'il y a eu une édition scolaire. Il doit y avoir un appareil critique, sans doute un dossier sur le sophisme, des éléments que vous pouvez ajouter. Mais je m'étais dit que Tu te c'était souviens pas. de l'édition, Marion? C'était Euh, Tu te alors, souviens plus? je vais la remettre sur le diaporama, je la mettrai au début, D'accord. les deux références. Et ce qui est intéressant, je trouvais ça finalement mieux de ne pas consulter cette édition parce que vous allez trouver ça tout fait déjà. Donc, ça fait un complément avec un regard autre qui n'est pas celui de l'édition scolaire et qui doit être sûrement très intéressant. Vous allez peut-être retrouver des choses, même sans doute, mais sans doute ce ne sera pas présenté exactement de la même façon. Donc, ça vous donnera d'autres pistes. Voilà. Alors, je vois que Lourdes avait levé la main. Est-ce que vous avez pu poser votre question?
Parce que des fois, on clique sur le bouton lever la main sans faire exprès, je sais, mais… Ah bah voilà, vous n'êtes plus là. Et est-ce que vous Vous trouvez avez cette baissé la main. édition, pardon, est-ce que vous trouvez cette édition intéressante ou pas? J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui vient de mettre, oui, on a celle-ci, l'édition scolaire. Des petites explications, ça veut dire que c'est pas terrible ça. Ok, ça marche. Bah, si vous avez envie, en fait, si vous avez consulté cette édition et qu'il y a des questions, il n'y a pas la correction, ou il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez aussi poser des questions à partir de cette édition-là. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, sur Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran encore. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Mais vous pouvez m'envoyer les références de ce qui vous pose problème ou de ce que vous auriez envie qu'on travaille. Et moi, du coup, je le ferai de mon côté et je pourrais ajouter ça au diaporama ou vous le donner à la 3e séance. Mais n'hésitez pas, hein, parce que moi, je la trouve très bien, cette œuvre. Donc, je la trouve très utile. Je ne l'ai pas travaillée avec mes élèves, mais je pense que je vais le faire. En lycée, c'est plutôt, quand c'est pas à Belchivac, c'est plutôt en collège ou en début de lycée. Et du coup, je vous proposerai mes réponses, qui ne sont que mes réponses, mais mieux vaut partager. Ça vous fera un autre écho. OK? Mais n'hésitez pas, hein. Donc, la 3e séance, vous me dites les questions qui auraient pu surgir entre-temps. Et puis, vous me soumettez peut-être les outils ou les réponses que vous n'auriez pas réussi à trouver à un questionnaire qui est proposé dans l'édition scolaire. Et les réponses, c'est les réponses de quoi? Parce que je vois si on pouvait avoir les réponses pour ne pas trop inventer. Ah ouais, je ne pourrais pas répondre aux questions à chaque page, hein, mais sélectionnez celles qui vous posent problème ou celles qui vous semblent les plus intéressantes. Vous pouvez vous répartir le travail, hein, et vous échanger des réponses, créer un groupe de travail, je ne sais pas. Bon. Merci à vous. C'était un vrai plaisir de partager cette œuvre qui est vraiment, je pense, intéressante à étudier avec les élèves, même et surtout dans le contexte actuel. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci Marion. Merci à tous les collègues qui étaient connectés ce soir. Je vois plein de noms que je connais bien, Judith, Maria et tant d'autres. Merci pour votre fidélité. Et puis, on se donne rendez-vous donc le 24 novembre pour votre 3e séance. Ça marche. Bonne soirée. Bye. Au revoir.